Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Real Sailor Jim. Pour le contexte, c'était dans les années 90. J'ai récemment pris ma retraite de l'armée pour raison médicale et j'étudiais à l'université au Texas. Ma femme travaillait dans son domaine de prédilection, tandis que je faisais de mon mieux pour décider ce que je voulais faire du reste de ma vie. Quoi qu'il en soit, un jour, j'ai quitté le campus en faisant le tour par l'arrière pour éviter la circulation. J'allais chercher ma femme pour le déjeuner et je me suis retrouvé derrière une autre voiture à un stop. La voiture devant moi était une Chevrolet flambant neuve. Un de leurs petits modèles sexy. Le nom commercial réel m'échappe pour le moment. En rouge pomme d'amour. Conduite par une blonde assez récente, également un petit modèle sexy, dont le nom ne sera pas non plus dévoilé. J'étais assis, un vieux marin dans un vieux pick-up, écoutant la radio et pensant au déjeuner, lorsque la Chevy est entrée dans l'intersection, puis s'est arrêtée. Je n'ai rien pensé de tout cela. Je n'avais fait que mettre ma main sur le levier de vitesse pour me préparer à m'arrêter. Quand soudain, avec un crissement de pneus approprié, la Chevrolet m'a foncé dessus. J'ai mis le levier de vitesse en marche arrière, mais c'était trop tard. La petite Chevy a percuté l'avant de mon camion à environ 40-50 km/h. Après une seconde, j'ai coupé le moteur, je suis sorti du véhicule et j'ai fait le tour de l'avant de mon pick-up. La bonne nouvelle, c'est que je pouvais voir que je n'allais plus avoir à me soucier du crissement de la courroie. La mauvaise nouvelle, c'est que l'avant de mon pick-up était pratiquement détruit. La grille est rentrée dans le radiateur, il y avait de l'eau sur la chaussée. Les phares étaient cassés. Je me suis penché et j'ai remarqué qu'il semblait y avoir une fuite d'huile. Avec un soupir d'incompréhension totale, je me suis approché de la porte passager de la petite Chevrolet rouge et de sa conductrice blonde. J'étais énervé, mais pas enragé. Je suppose que j'essayais encore de comprendre ce qui s'était exactement passé, et pourquoi elle avait fini par s'arrêter au milieu du virage pour passer en marche arrière comme ça. J'ai regardé à travers la vitre teintée et elle était au téléphone, parlant de manière agitée à quelqu'un. Avec toutes les bêtises que j'avais vues depuis que j'avais quitté l'armée, la voir jacassée sur un téléphone portable ne m'a pas vraiment surpris. Bien que, si j'y avais pensé, j'aurais dû me demander qui, exactement, elle appelait. Au lieu de ça, j'ai tapé sur la vitre et elle a tourné un visage fade vers moi. Puis elle a crié dans le téléphone, assez fort pour traverser la vitre. « Oh mon Dieu, il a un démon de pneus !» Naturellement, je me suis retourné et j'ai regardé derrière moi. Puis j'ai réalisé. J'ai tourné lentement sur moi-même et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de commerce, de maison ou d'appartement en vue, et que personne n'était sur les trottoirs ou ne marchait sur les routes. D'ailleurs, la circulation se trouvait à plusieurs pâtés de maisons dans n'importe quelle direction. Sa petite voiture était arrêtée au stop, presque exactement à l'endroit où elle se trouvait lorsque je me suis arrêté derrière elle. J'ai fait un pas en arrière et j'ai regardé nos véhicules. Ouais, on aurait dit que je l'avais embouti. Mince, la petite grognasse m'avait piégé. Je suis retourné rapidement à mon pick-up, en réfléchissant aussi vite que possible. D'une minute à l'autre, une voiture de police allait débarquer, appelée par la petite blonde, s'attendant à trouver un homme fou avec un démon de pneus. Et il fallait absolument que je ne sois pas cet homme. J'ai sorti mon démon de pneus de derrière mon siège et je l'ai jeté aussi loin que possible dans le champ voisin. Puis j'ai sauté dans mon pick-up. C'était une chance infime, mais c'était le seul espoir que j'avais. Je me suis assuré que le pick-up était en marche arrière, puis je me suis attaché. J'ai cogné mon visage sur le volant, j'ai ouvert ma porte, et j'ai entendu les sirènes pas très loin. Et je me suis à moitié affalé par la porte ouverte, dans un angle inconfortable. Je me suis écroulé juste au moment où la voiture de police s'est arrêtée. J'ai ignoré le policier qui me criait de sortir de mon pick-up, persuadé que mon corps mou ne l'inciterait pas à ouvrir le feu. Il s'est finalement approché, a remarqué que je saignais du nez, a relevé une de mes paupières, je me suis assuré que mon œil était révulsé, et m'a laissé retomber en position. Je suis resté mou pendant qu'il s'occupait de la blonde, qui était presque hystérique d'effroi à cause du fou avec le démon de pneus. Jusqu'à ce qu'elle me voie, bien sûr. J'avais espéré que son rétroviseur était aussi inutile qu'il en avait l'air, ou qu'elle était trop occupée à concocter sa propre histoire pour remarquer ce que je faisais. En voyant mon corps pendre mollement par la porte conducteur de mon pick-up, elle s'est arrêtée en bégayant. Une deuxième série de sirènes s'est rapprochée et le policier a dit à la blonde maintenant silencieuse de rester dans sa voiture. Quelques secondes plus tard, quelqu'un a coupé ma ceinture de sécurité et m'a allongé sur le sol. Des mains compétentes ont vérifié mes signes vitaux et, en l'espace de quelques secondes, une odeur âpre et exigeante a envahi mon nez qui coagulait. J'ai lutté contre cette odeur pendant quelques secondes et j'ai donné l'impression d'être un homme qui revient à lui après avoir été assommé. J'ai immédiatement voulu me jeter sur le côté. Et je me suis arrêté, à moitié retenu et à moitié regardant fixement autour de moi pour voir ce qui s'était passé. L'infirmier s'est assis quand je me suis redressé. J'ai regardé l'avant de mon pick-up et j'ai mis « Qu'est-ce que cet idiot a fait à mon pick-up »
Il m'a dit de me rallonger et a commencé à me poser des questions professionnelles sur l'endroit où j'avais mal, si je sentais mes orteils et toutes ces bêtises. Toutes les quelques secondes, je me retournais vers l'épave et je marmonnais sur l'idiot qui avait reculé comme ça, et sur ce qu'il avait bien pu fumer. Des petits bouts de phrases énervés. Le policier, après avoir obtenu la déclaration de la blonde, s'est approché et m'a demandé si je me sentais prêt à parler. J'ai dit que je me sentais bien, juste un peu endolori. Le médecin a donné son accord et m'a aidé à me lever. J'ai donné au policier mon permis de conduire et une preuve d'assurance, et j'ai inclus ma carte d'identité militaire à la retraite. Puis je me suis assis sur mon siège avant, et, comme si je venais de le remarquer, j'ai demandé ce qui était arrivé à ma ceinture de sécurité. Il m'a expliqué qu'il avait dû la couper, et j'ai haussé les épaules. C'est juste un élément de plus à payer pour sa compagnie d'assurance, je suppose. Mais quelle était son histoire, monsieur l'agent? Pourquoi a-t-il reculé de cette façon? Le policier m'a regardé sèchement et m'a demandé ce que je voulais dire. J'ai décrit exactement ce qui s'était passé, mais en cachant le fait que je savais que c'était une femme qui conduisait la Chevrolet en l'appelant lui. Lorsque j'ai eu terminé et qu'il a fini de tout noter, il m'a demandé si j'avais des preuves. Des preuves? Qu'est-ce que vous voulez dire des preuves? J'ai froncé les sourcils, puis j'ai laissé ma mâchoire tomber un peu. Hé, attendez un peu, vous n'êtes pas en train de me dire que ce type, cet idiot dit que j'ai fait ça, n'est-ce pas? Il a admis que l'histoire de l'autre conducteur était que je l'avais embouti elle, pas lui, et qu'ensuite je l'avais menacé avec un démon de pneus. J'ai à nouveau froncé les sourcils et lui ai dit que je n'avais pas de démon de pneus, qu'il se trouvait dans le garage de ma maison à quelques heures de là. Je me suis écarté pendant qu'il fouillait la cabine de mon pick-up, et j'ai eu de la chance lorsqu'il a remarqué, sans que j'ai eu à le lui faire remarquer, que mon pick-up était toujours en marche arrière. Il est sorti de ma cabine en fronçant les sourcils, puis m'a demandé de rester où j'étais et s'est approché de la Chevrolet. Il a ensuite demandé à la blonde de sortir de sa voiture et, quand elle l'a fait, il s'est penché par la portière ouverte du côté conducteur. Après quelques secondes, il s'est relevé et a demandé à la fille de répéter ce qui s'était passé. C'était un jeu d'acteur merveilleusement larmoyant, mais elle a failli le rater en étant quelque peu perplexe quand il n'a pas réagi. Au lieu de cela, il lui a demandé de continuer et de décrire tout ce qui s'était passé après l'accident et tout ce qu'elle avait fait ensuite. Elle a renoncé à l'histoire du démon de pneus, disant qu'il s'agissait peut-être simplement d'un reflet sur sa fenêtre, mais insistant sur le fait que j'avais au moins frappé sa fenêtre et que j'avais simplement joué la comédie pour eux. Le policier a regardé le médecin, qui a lentement secoué la tête. Des années de recherche et de sauvetage ne m'ont peut-être pas fait beaucoup de bien physiquement, mais je sais très bien comment se comporte un homme inconscient. Le policier lui a alors demandé si elle avait essayé de partir en voiture, ou si elle avait immédiatement coupé le moteur. Elle a répondu que le moteur était mort, et que, quels que soient mes mensonges, elle n'avait jamais essayé de quitter le lieu de l'accident. Le policier a hoché la tête une fois et a demandé au médecin de s'écarter. Il a ensuite demandé au médecin de s'asseoir dans la Chevrolet et de confirmer qu'elle était en marche arrière. J'aime les gens intelligents. Je n'ai même pas eu à lui suggérer de vérifier. La dernière fois que j'ai vu la petite blonde, elle pleurait sincèrement. Elle était également menottée et emmenée en voiture, arrêtée pour avoir fait un faux rapport de police, pour un charabia juridique concernant une tentative d'escroquerie, et, ce que je préfère, pour coups et blessures. Une fois qu'elle a réalisé qu'elle avait tout fait foirer, à peu près au moment où elle a été menottée, elle a commencé à pleurer et à expliquer qu'elle n'avait pas l'argent pour payer la voiture, et que sa seule option était de simuler un accident, mais que j'avais fait semblant aussi, et que je n'avais pas été blessé. Vous devez me croire, elle ne mentirait pas à ce sujet. J'ai signé mon nom sur une déclaration des événements presque parfaite au poste de police, en prenant soin de ne jamais mentionner dans ma propre déclaration comment mon nez avait été amoché, ou comment j'ai fini inconscient et pendu par la porte. Le rapport de l'agent qui a procédé à l'arrestation, ainsi que celui des ambulanciers, avait déjà noté qu'il semblait que j'avais été partiellement éjecté par l'impact, ou que j'avais essayé de sortir du pick-up au dernier moment. J'ai toujours pensé qu'il ne faut jamais signer une fausse déclaration. C'est le plus sage à long terme, vous ne croyez pas ? Il s'est avéré que son assurance automobile était bonne. Cependant, ils ont payé pour la réparation de mon petit pick-up. Les dégâts n'étaient pas aussi graves qu'ils semblaient, Dieu merci. Un peu de travail à l'avant, un nouveau radiateur et d'autres gadgets cabossés, un peu de chirurgie esthétique pour lui redonner une apparence correcte. Le mécanicien va même faire une révision complète, y compris la réparation de cette satanée courroie de ventilateur. J'ai dû conduire un véhicule de prêt pour la semaine suivante, également à la charge de l'assurance de la blonde. Et l'ironie de la chose vous fera rire. C'était une petite Chevrolet rouge. Une belle voiture dans laquelle ma femme et moi avons eu du plaisir à rouler, mais bien trop chère pour qu'un type comme moi puisse la conduire tous les jours. Bon sang, une si belle voiture m'aurait poussé à faire quelque chose de stupide pour payer les factures. Bien joué, Opi. La vitesse à laquelle t'as réfléchi à tout ça et tu l'as mis en place, ça t'a sans doute sauvé les fesses. Dans les commentaires, il y a une petite histoire semblable, postée par Wifer 2016. Il y avait un cas sur Judge Judy il y a plusieurs années.
C'est une émission judiciaire américaine. Une fille poursuivait en justice une femme en disant que cette dernière l'avait emboutie dans une station-service. De fausses larmes, elle n'arrêtait pas de parler de ses bébés traumatisés sur le siège arrière et de la façon dont la femme lui criait dessus et l'injuriait, jouant totalement la carte de la victime. Jusqu'à ce que la femme sorte la vidéo de surveillance au-dessus des pompes à essence, juste au-dessus de leur voiture. On y voyait la femme complètement arrêtée, la petite poulette faisant marche arrière et la percutant à plein régime. La fille est devenue toute blanche et ne pouvait que balbutier Ouais, elle a perdu. Dans la première histoire, au moins celle qui a monté l'arnaque a choisi un endroit où il pouvait pas y avoir de témoins et où il n'y avait pas de caméra. Dans le deuxième cas, elle a fait ça dans une station-service. Forcément, il y a des caméras, elle est stupide. L'histoire suivante est postée par Céramique Séminard. Tout au long de l'année, j'ai eu des voisins bruyants et stupides. Ils organisaient souvent des fêtes bruyantes qui duraient jusqu'aux premières heures du matin. Ils étaient tous à l'université et de descendance indienne. Cela devient important plus tard. J'ai appelé la police, le gérant de l'appartement, mais personne ne voulait rien faire. J'en perdais le sommeil et mon travail s'en ressentait également. Je leur ai parlé directement, et ils m'ont complètement ignoré et ont refusé de fermer leur bouche. Cela a duré des mois, et je faisais durer mon bail pour déménager ailleurs. Un jour, je suis assis devant la télévision par une belle journée de printemps et j'ai les fenêtres grandes ouvertes, et j'entends l'un des amis du voisin arriver, et il demande s'il va sortir. Et il dit non, il doit étudier pour un test important qu'il doit passer le lendemain. Ce petit bout d'information était tout ce dont j'avais besoin. Son ami part et il ferme la porte. J'ai alors pris mes haut-parleurs et je les ai placés contre le mur, près de l'endroit où je savais que se trouvait son bureau. Il y avait des balcons à l'extérieur et je le voyais souvent étudier ici. Et j'ai commencé à diffuser du Merzbow et du death metal directement sur le mur. J'ai mis mon casque anti-bruit et j'ai fait péter le son aussi fort que possible pendant des heures. Mon propriétaire a fini par venir dans l'appartement parce que je ne l'ai pas entendu frapper. Et il est évidemment énervé. Mais je lui ai dit « Mais, vous n'avez jamais rien fait quand je me suis plaint, alors bonne chance, appelez les flics !» Mon bail devait se terminer bientôt de toute façon, et je quittais l'état. Alors allez vous faire cuire un œuf. Donc le propriétaire s'en va, et je suis encore sous l'effet de l'adrénaline. Et c'est calme pendant peut-être 20 minutes, et je commence à mettre la musique par intermittence. Le voisin arrive, furieux, en hurlant qu'il a un gros examen et qu'il doit le réussir. Apparemment, c'est un étudiant en médecine. Et je lui ai simplement ri au nez en lui disant « Je n'entends rien !» Il a ensuite fait une erreur fantastique en me disant qu'il n'avait pas seulement un examen final demain, mais que c'était la semaine des examens. Oh, génial! Stress supplémentaire pour la semaine égale le fait que je continue à faire ça tous les soirs pour le reste de la semaine. J'ai réglé mon alarme pour qu'elle sonne toutes les 30 minutes et je tapais sur les murs avec un marteau et je faisais péter le son à fond. Et je devenais un peu fou aussi. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que je foutais en l'air la vie de ce type. Vers le 3e jour, où personne ne dormait, il est arrivé en hurlant qu'en Inde, sa famille allait le renier, et toutes ces bêtises. Ce qui m'a fait rire et j'ai répété la même chose encore et encore. Que je n'avais pas entendu la musique, et que je pensais qu'elle venait d'ailleurs. J'ai commencé à le faire douter de lui-même, à être très gentil quand il venait en colère. Ce week-end-là, le propriétaire m'a donné un préavis stupide pour me dire que je devais partir, ce qui ne me dérangeait pas car il avait rompu mon bail et je voulais partir de toute façon, donc j'ai récupéré ma caution. Le dernier matin où j'étais là, je déménageais, et j'ai frappé à la porte du stupide voisin à 8h du matin pour lui demander s'il voulait ce vieux climatiseur que j'allais jeter autrement. Il était complètement dans les vapes, et je ne sais pas s'il a vraiment compris ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir un peu foutu en l'air sa vie et son avenir. Il aurait dû fermer sa bouche quand je lui ai dit plusieurs fois. Ah ben c'est de bonne guerre, il fait des fêtes, il t'empêche de dormir. Fallait qu'il s'attende à la même chose de ta part, je veux dire, c'est évident. Si tu fais des fêtes ultra bruyantes et que ton voisin se plaint et que tu ignores ses plaintes, tu perds le droit de te plaindre pour le jour où lui aussi fait une fête qui fait beaucoup de bruit. Je travaillais dans un Wendy's en tant que manager. C'est déjà un boulot pourri, mais mon directeur général était sympa, et la plupart des employés étaient faciles à gérer. Tout cela a commencé alors que je travaillais déjà environ 65 heures par semaine. On m'a offert une prime de 100$ pour travailler un de mes seuls jours de congé. J'ai décidé de le faire et plus tard dans la semaine, avant même d'avoir été payé, on m'a demandé de revenir. J'ai dit cette fois que j'aimerais avoir 150$ car à ce stade, j'avais travaillé presque 23 jours sans aucun jour de congé. Ils ont dit qu'ils allaient le faire, alors j'y suis allé. 3 semaines plus tard, cela fait un moment que j'attends mon argent. Mon directeur général m'a dit que je pouvais m'adresser à mon directeur de district car il serait là plus tard dans la soirée.
La conversation se déroule comme suit. Et vous savez ce qui se passe avec le bonus? On me doit 250 $ pour les 2 jours. Le directeur de district. Eh bien, c'est pour ça que je suis venu ici. Le magasin a des problèmes pour gagner de l'argent. Donc, en gros, il me dit que mes performances ne sont pas assez bonnes. À ce moment-là, je travaille à l'heure du dîner et toute la nuit. Moi et 3 autres personnes. Ma femme, mon meilleur ami et un autre ami proche. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Cela prend du temps supplémentaire lorsque nous avons seulement la moitié du nombre de personnes avec le même nombre de clients. Ce n'est pas vraiment une excuse. Quand est-ce que je vais recevoir mon bonus? Mon directeur de district était un homme très timide. Il est donc visiblement effrayé lorsqu'il me dit ceci. Nous ne pouvons pas vous donner de bonus tant que les revenus n'augmentent pas et que les temps d'attente du drive ne diminuent pas. Je suis sans voix à ce moment-là. Le reste de la conversation était flou. J'ai grandi dans le quartier sud et on ne jouait pas avec l'argent des gens. Un jour passe, j'ai eu le temps de me reprendre et de parler à toute mon équipe. Tout le monde est d'accord pour démissionner avec moi. J'appelle donc mon directeur de district. Le téléphone commence à sonner, puis il se coupe. Il a refusé mon appel. Je l'ai donc rappelé, encore et encore. Finalement, je lui ai laissé un message vocal. Écoute Jacob, il faut que tu me parles. Tu as jusqu'à 8h45 pour me rappeler ou toute l'équipe de nuit démissionne. À ce moment-là, il est 7h30. Je vais dans mon bureau et je commence à regarder les emails de ma patronne. Elle laisse sa boîte mail ouverte et connectée. Je me suis dit qu'il allait probablement lui envoyer un email avant de m'appeler. J'ai passé environ 20 minutes à regarder cette messagerie et boum, un email est apparu. Urgence, Loni. Cet idiot a mis mon nom sur l'email. Alors, bien sûr, je l'ai lu. Pour faire court, dans cet email, il essayait de s'assurer que mon directeur général serait prêt à aller travailler. Autrement dit, il n'allait pas m'appeler ou me donner mon argent. Alors, j'ai réuni tous mes employés et nous sommes partis en laissant tout dehors. Toute la viande, toutes les garnitures, la friteuse, tout. Le lendemain, je rends mes clés. Environ une semaine plus tard, mon frère m'appelle. Quoi de neuf? Jacob a perdu tous ses magasins, il doit retourner dans l'Indiana. Mon frère travaillait aussi au magasin. Si vous ne le savez pas, le salaire d'un directeur de district est basé sur le nombre de magasins qu'il a et combien il gagne. Quand il a déménagé en Indiana, son salaire a été réduit de 65 000 $ à environ 40 000. Tout ça pour 250 $. C'est un très joli salaire, et il pouvait pas prendre 250 $ éventuellement de son côté pour te payer la prime que tu devais avoir de base, puisqu'elle t'avait été promise. Puis des semaines d'à peu près 65 heures, ça fait que tu travailles 6 jours par semaine, 11 heures par jour. Fou! T'as du courage. Et la première nous est postée par un abonné, Gros Minet. Je suis un homme de 23 ans, et je vais vous raconter ma cohabitation avec mon beau-père, Monsieur J, qui est resté entre mes 8 et mes 15 ans dans ma famille. Monsieur J est donc arrivé dans ma vie à l'âge de 8 ans. À l'époque, ma mère travaillait. C'est une mère célibataire avec 5 enfants, moi et mes 4 grandes sœurs A, B, C et D. Cependant, 3 de mes sœurs, B, C et D, étaient beaucoup plus âgées que moi et n'habitaient déjà plus avec ma mère. Il y avait donc moi, ma mère, mon beau-père et ma sœur dans cette maison. Tout le monde savait que Monsieur J gagnait plutôt bien sa vie, ce qui était un avantage certain pour une mère gagnant à peine plus que le SMIC. Bien sûr, à cette époque, je n'avais que 8 ans et je ne connaissais pas la situation financière de ma mère ou de mon beau-père. Je savais que l'on ne roulait pas sur l'or, mais j'ai toujours eu de quoi manger, un toit sur la tête et des vêtements. J'ai même eu la chance de pouvoir régulièrement partir en vacances, que ce soit au ski chez mon oncle ou dans une maison de vacances que ma mère a fait construire quelques années après l'arrivée de Monsieur J. Je pensais donc naturellement que Monsieur J avait payé la construction de cette maison. En revanche, Monsieur J était un homme très dur avec moi. Ma mère pensait que c'était pour mon bien, car ayant un père extrêmement défaillant et ayant une mère plutôt absente à cause de son travail, mon éducation a été laissée partiellement à l'abandon. Je n'avais donc pas un comportement très approprié pour un enfant de 8 ans, même si je n'ai jamais été un petit caïd. Il pouvait m'arriver de parler mal ou de mal me comporter à table. Cependant, Monsieur J est toujours allé trop loin, m'interdisant beaucoup de choses, notamment de jouer avec mon chien. M'obligeant tous les jours à lui dire bonjour en premier, me répétant très régulièrement que j'avais tort sur tout et n'importe quoi, me faisant des réflexions violentes verbalement, surtout durant les repas. À tel point qu'à l'âge de 11 ans, à force de supporter toutes ces mesquineries et ces violences verbales au quotidien, je suis allé voir ma mère et lui annonçai que je ne pourrais plus manger en aucune circonstance avec Monsieur J, car je ne le supportais plus.
Elle accepta, mais sans faire d'annonce officielle auprès de mon beau-père ou de mes sœurs, qui avaient toutes quitté le domicile familial. En effet, la dernière sœur, A, qui habitait avec moi et qui me soutenait car elle n'appréciait pas non plus mon beau-père, est très vite partie, à l'âge de 18 ans, en Italie, pour continuer ses études. Je devais donc dire tous les jours que je n'avais pas faim pour éviter de manger avec Monsieur J, et donc je ne pouvais manger qu'à la cantine de mon collège, 2 fois par semaine, ou très tard le soir, une fois que ma mère et mon beau-père dormaient. Oui, j'ai commencé à me faire à manger tout seul, sans aide ni explication d'adulte, en 5e. La première fois que j'ai voulu me faire des pâtes, je ne savais pas qu'il fallait attendre que l'eau bout. Merci Internet, cela m'a bien aidé pour me nourrir. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très dur de se retenir de manger en mangeant qu'une fois par jour la plupart du temps. Encore une fois, ma mère travaillait beaucoup et n'était pas tout le temps là, alors que mon beau-père, lui, travaillait beaucoup en distanciel. Il passait sa journée à vendre des voitures au téléphone. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, je n'en ai jamais voulu à ma mère, car après tout, je ne lui ai jamais demandé d'aide là-dessus. Avec le recul, j'aurais dû demander de l'aide, au moins à mes sœurs ou mes beaux-frères qui comprenaient mieux ma situation. Même si personne à cette époque ne s'imaginait la détresse dans laquelle j'étais. Je raconterai l'histoire du côté de mon père une autre fois, mais à cette époque, je le voyais encore, et ce n'était pas facile psychologiquement, à tel point que j'ai commencé à avoir envie d'en finir dès l'âge de 8-9 ans. Pour que vous puissiez vous rendre compte, je vais vous raconter un de mes anniversaires de cette époque. À l'époque, j'étais âgé de 10 ans, et pour mon anniversaire, ma sœur B m'a fait la surprise de venir très tôt le matin et voulait passer toute la journée avec moi à la maison avant le repas de famille avec toutes mes sœurs qui vivaient en France, B et C, mes beaux-frères, ma mère et mon beau-père. Pendant que ma mère préparait le petit déjeuner, donc nous n'étions pas encore à table, nous nous sommes posés dans la cuisine, moi, ma sœur et mon beau-père. Étant tout content de mon anniversaire, comme n'importe quel enfant de 10 ans, je suis allé sur les genoux de ma sœur qui s'était assise à la table de la cuisine pour lui faire un câlin. Mon beau-père nous a tout de suite crié dessus, à moi et à ma sœur B, 30 ans à l'époque, si violemment que je me suis mis à pleurer, et ma sœur est partie de la maison. Je me suis enfermé dans ma chambre. Le repas pour mon anniversaire a été annulé, et j'ai passé le reste de ma journée à pleurer, tellement j'ai été choqué de l'absurdité de sa réaction. Oui, Monsieur J m'a crié dessus seulement parce que j'étais assis sur les genoux de ma sœur. Il n'y a littéralement aucune autre raison. Certaines personnes pourront penser que ce genre d'événement est dérisoire, une simple dispute de famille, ou un simple idiot de mauvaise humeur le matin. Mais ce qui est important, c'est surtout de comprendre à quel point c'était régulier ce genre d'événement. Ça pouvait arriver plusieurs fois par semaine. Là aussi, on pourrait se demander ce que faisait ma mère, mais je pense qu'à cette époque, elle n'avait pas la force de caractère ni la personnalité nécessaire pour réellement intervenir. Je savais qu'elle avait régulièrement des discussions privées avec Monsieur J pour calmer les choses. Mais cela ne changeait jamais. À l'âge de 15 ans, mes sœurs ont appris que ma mère était sur le point de lui donner notre maison de vacances. C'est à cette période que j'ai appris qu'elle avait réussi à la faire construire par ses propres moyens, et donc cette maison lui appartenait entièrement. Même si Monsieur J se l'était plus ou moins approprié en passant presque tous ses week-ends là-bas. Il partait régulièrement sans ma mère, ce qui est tout de même particulier pour un couple. Toutes mes sœurs, en apprenant les intentions de ma mère, se sont réunies et ont commencé à fouiller tous les papiers de Monsieur J, pendant qu'il était parti, encore une fois, tout le week-end. Oui, j'ai bien dit toutes mes sœurs, dont 2 avaient fait le déplacement depuis l'Italie pour venir fouiller son bureau. De mon côté, étant encore trop jeune pour comprendre ce genre de paperasse, je me suis contenté de garder tous les enfants de mes sœurs en me demandant un peu ce qui se passait. Une partie de moi savait que si c'était mauvais pour Monsieur J, c'était bon pour moi, et que la présence de mes 4 sœurs lisant scrupuleusement chaque feuille de papier de ce foutu bureau était de mauvais présages pour Monsieur J. En fouillant, elles ont découvert que Monsieur J était officiellement considéré comme en dépression chronique. Incapable de travailler, il touchait des aides de l'État. Bien sûr, à côté de ça, il travaillait tous les jours. Il avait même réussi à faire signer des papiers à ma mère pour lui faire ouvrir une entreprise à son nom, pour y faire blanchir l'argent qu'il gagnait illégalement en vendant des voitures. Mes sœurs ont rapidement parlé à ma mère. Malheureusement, elle n'a pas voulu porter plainte. Par amour et par peur, j'imagine. Nous avons encore aujourd'hui beaucoup de documents le concernant. Assez pour le dénoncer et sûrement assez pour qu'il passe le reste de ses jours en prison. Cependant, nous craignons que notre mère puisse avoir des problèmes à cause de cette foutue signature. Et donc, pour notre mère, il valait mieux ne rien faire.
Il est parti de la maison très rapidement, après que ma mère l'ait confronté. Il a récupéré tous ses papiers importants. Heureusement, nous en avions photocopié une bonne partie. J'ai été le premier à voir que son bureau avait presque entièrement été vidé. Il n'avait pas encore récupéré quelques meubles, quelques documents sans importance et d'autres objets de moindre valeur. En fouillant dans ses affaires, j'ai pu retrouver tout en haut d'une armoire tous les jouets que j'avais achetés à mon chien au cours des 7 dernières années et qui avaient disparu. Oui, pour éviter qu'un enfant joue avec son chien, il est allé jusqu'à récupérer tous les jouets que j'avais achetés avec l'argent que j'avais gagné en baladant les chiens de personnes âgées autour de chez moi. Cet homme est un misérable déchet. À cette époque, j'étais persuadé que mon chien faisait des trous pour aller les cacher dans le jardin. En voyant ça, et étant un petit on de 15 ans qui ne voulait pas le laisser partir sans lui faire une dernière petite crasse, j'ai pissé et craché sur son bureau en prenant la précaution de bien étaler particulièrement sur les poignées des tiroirs. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Il est venu le lendemain récupérer son bureau. Je l'ai vu partir avec en sachant pertinemment que c'était un bureau avec une valeur sentimentale pour lui, et donc qu'il allait certainement le garder toute sa vie. Aujourd'hui encore, il n'est pas au courant, et ça m'amuse bien de l'imaginer travailler encore sur ce bureau. J'ai eu quelques nouvelles de Monsieur J plusieurs années après son départ. Il se serait mis à fréquenter la petite mafia d'une petite ville de campagne avant de s'être fait partiellement attraper. Aujourd'hui, il aurait des dettes et sa nouvelle femme l'aurait quitté. Son fils et sa première femme ne lui parlent plus non plus. Je n'en ai pas parlé avant car je pensais que ce n'était pas important. Je ne les ai jamais rencontrés, mais apparemment, il aurait volé une grosse somme d'argent à son fils. Bref, aujourd'hui, il est seul, pauvre et certainement malheureux. Il a eu ce qu'il méritait. De mon côté, aujourd'hui, tout va bien. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de mon enfance et mon adolescence, qui ont été très compliquées. Mais après une longue thérapie et beaucoup d'efforts, je peux enfin dire que je l'ai surmonté et que je suis heureux dans ma vie. Même si encore aujourd'hui, je ne fête plus vraiment mon anniversaire et que j'ai encore un peu de mal à manger avec d'autres personnes. De temps en temps, quand nous parlons de cette époque avec ma famille, mes sœurs et mes beaux-frères s'excusent de ne pas avoir été là à cette époque. Même si j'en veux à personne d'autre que lui, mais je dois avouer que cette reconnaissance me fait du bien. Eh bah écoute Opi, je suis content pour toi que ce se soit amélioré de ton côté, même si ça t'a laissé quelques cicatrices. Je suis pas avocat, je suis pas expert en loi ou quoi que ce soit, mais il y a pas un truc où il y aurait, je sais pas, genre abus d'influence ou quelque chose comme ça sur ta mère, genre l'avoir incité à signer le document. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire potentiellement. Encore une fois, je suis qu'un gars sur internet sans aucune formation juridique ou quoi que ce soit, donc t'as le droit de te torcher les fesses avec mon opinion. Mais c'est vraiment dommage qu'avec ce qu'il a fait subir à ta famille, il ait pas plus de conséquences, entre guillemets. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que Monsieur J est une sacrée bouse. Partir en week-end dans la maison de sa femme, sans sa femme, bon, je pense qu'on se doute tous un peu de la seule et unique raison pour laquelle tu pars éventuellement tous les week-ends tout seul sans ta femme dans une maison de campagne ou autre. Voilà, déjà ça. Ensuite, le fait de constamment rabaisser un gosse, il y a personne qui mérite ça. Sans oublier le fait qu'il a récupéré les jouets qu'Opi avait achetés pour son chien. Des jouets qu'il avait achetés avec son propre argent en rendant des services dans le voisinage. Vous avez un enfant de 10-11 ans qui fait en sorte de gagner de l'argent en rendant des services dans le voisinage juste pour pouvoir acheter des jouets à son chien et jouer avec lui. Et cette espèce de déchet cache les jouets pour que le gosse puisse pas jouer avec son chien. Quel genre de pourriture tu dois être pour empêcher un enfant de jouer avec son chien ? D'habitude, les parents, c'est toujours la galère de l'enfant, il veut un animal de compagnie, mais une fois qu'il l'a, il veut plus trop s'en occuper. Genre, il s'est lassé du jouet, entre guillemets. Mais là, c'est l'inverse. On a un enfant qui veut jouer avec son chien, mais tu l'en empêches. Enfin bref, Monsieur J, moi, il me donne envie de vomir. L'histoire suivante est postée par Supprimé. Quand j'étais en 4ème, j'ai essayé de me faire une place dans l'équipe de drill. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe qui danse aux côtés de la fanfare, et nous étions séparés des pom-pom girls. Pensez aux Roquettes, c'est du French cancan, mais en plus maladroit. Si j'ai tenté ma chance, c'est parce que ces filles, vous savez, celles qui sont jolies, populaires et chouchous des professeurs, se sont moquées de moi quand je me suis présenté à la réunion d'information. Elles ont dit que je n'étais pas faite pour ça, et que je n'étais pas à ma place. Cela m'a rendu encore plus déterminé à apprendre les routines et à devenir un peu plus en forme pour pouvoir les faire. J'étais aussi souple qu'une jeune fille de 14 ans peut l'être, mais à la maison, j'ai pratiqué et je me suis étiré,
et je me suis présenté aux répétitions et aux essais. Seules 2 ou 3 filles sympas n'ont pas voulu faire comme si j'étais radioactive dans la ligne lorsque nous devions nous tenir par les bras. J'ai passé les essais parce que je pouvais faire la routine. Mon père, qui possédait sa propre entreprise de réparation de voitures, n'était pas riche, mais il a réussi à payer mes frais de camp et mes uniformes. Il m'a déposé chaque matin au camp d'été en allant au travail. C'est là que nous avons appris les routines que nous allions exécuter lors des rassemblements et des matchs de football. Nous devions nous tenir debout dans la chaleur et l'humidité étouffante de la Louisiane au mois d'août et rester en position pendant plusieurs minutes. Au moindre mouvement, vous deviez faire des coups de pied. Il s'agissait d'une version des pompes ou des tours de piste, où vous vous teniez debout et faisiez des séries de 25 coups de pied pour chaque infraction. J'ai fini par avoir des ampoules sur le haut des bras à cause du soleil. Oh, laissez-moi vous parler de la mécène, l'enseignante responsable. Elle était l'exemple même de la vieille femme grincheuse qui avait un enfant unique qui passait par ses équipes de danse et prenait des cours de danse privés. À l'époque, Dance Moms n'existait pas encore, mais c'était exactement comme ça qu'elle était. Elle me réprimandait pour les plus petites choses et en gros me persécutait avec les autres filles. Par exemple, alors que je me sentais faible parce que je devais faire des coups de pied pour la 3e fois de la journée, j'étais assise à côté d'une autre fille qui s'était fait une élongation d'un muscle ischio-jambier. Elle était assise avec nous et regardait sa fille, qui était notre chorégraphe bien sûr, commentant à quel point elle était merveilleuse et m'a dit de retourner sur le terrain. Elle pouvait comprendre pourquoi l'autre fille était assise, c'était une athlète donc elle avait un passe-droit, elle faisait du basket. Elle me criait de l'autre côté du gymnase de rentrer mon ventre. Elle m'a dit que j'étais impoli quand je mangeais avec tout le monde et que je riais de quelque chose que quelqu'un avait dit et que je toussais sur mon sandwich. Les autres filles me disaient aussi des choses, et c'est comme si elles les encourageaient. Non seulement le collège n'est pas une bonne chose, mais en plus c'est malsain. J'ai essayé d'être forte et de leur montrer que je pouvais le faire, mais j'ai pleuré dès que je suis rentrée à la maison. Cette époque était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Notre journal étudiant publie un classement basé sur des caractéristiques physiques, telles que les plus beaux cheveux et le meilleur sourire. C'est une façon d'abattre les enfants vulnérables et complexés. Le soir de notre premier match, j'attendais qu'on vienne me chercher avec quelques autres et la mécène. Elle est allée aux toilettes et est revenue avec une fille qui avait été surprise en train de fumer dans les toilettes avec des lycéens. Sa punition a été de ne pas participer au prochain match. Mon père était en retard. Il devait travailler et ne pouvait pas laisser son magasin sans surveillance. Et après environ 30 minutes, elle m'a dit « Tu sais que ça veut dire que tu n'es plus dans l'équipe ?» Mon père est arrivé quelques minutes plus tard, et dès que je suis monté dans son camion, je me suis mise à sangloter. Je lui ai raconté ce qui s'est passé, et il m'a dit « 1 minute, je reviens tout de suite. » Et il a commencé à faire des reproches à cette femme à propos de son attitude envers moi. La revanche. Des années plus tard, cette femme amène sa voiture à l'atelier de mon père pour la faire réparer. Il se souvient d'elle, mais elle ne se souvient pas de lui. Elle était tout aussi condescendante qu'elle l'avait toujours été, le traitant comme un humble serviteur sous ses ordres parce qu'il effectuait un travail manuel. Il rédigeait son devis pour l'assurance et elle n'arrêtait pas d'essayer de lui faire ajouter des choses qui n'étaient pas causées par l'accident pour lequel elle était là. Des choses comme une bosse sur le pare-choc arrière alors que les dommages étaient à l'avant, etc. Il ne voulait pas le faire, et elle s'est énervée, et a dit que s'il ne le faisait pas, elle lui ferait retirer sa licence. Depuis que mon père s'est fait cambrioler dans son atelier et voler ses outils, il a installé des caméras. Il a envoyé cette vidéo à l'experte en sinistre, avec laquelle il entretenait depuis longtemps de bonnes relations dans le cadre de son travail, et elle a été accusée de tentative de fraude à l'assurance. Je ne connais pas l'étendue exacte de l'affaire, mais elle devait être contente que les menaces contre le gagne-pain de mon père n'aient pas été ajoutées à l'accusation. Et après, on se demande pourquoi il y a des enfants qui vont pas bien mentalement. Il y a des gens, faut croire que ça les tuerait d'être gentils. L'histoire suivante nous est postée par David Maggs. Cela s'est passé en 1995, dans une petite ville de campagne dans la province de Chaco, en Argentine. Ici, tout le monde se connaît, même aujourd'hui. Mon père était électricien, le seul de la ville. Il voyait donc constamment des gens, et comme il était né et avait grandi ici, il était très bien connu de tous. Il a grandi avec de nombreux policiers de l'époque, et ils ont même fait des assados ensemble, des barbecues argentins, au moins 3 fois par mois pendant des années. Mon père n'était pas un homme violent, c'est la seule fois où je l'ai vu faire quelque chose comme ça. L'autre homme et son sale gosse n'étaient pas de la ville. Ils avaient déménagé ici environ 1 an auparavant. Ils venaient de Buenos Aires. Je ne connaissais pas vraiment ce type.
Seulement son fils, qui était un vrai knard, avec presque tous les enfants du quartier, et qui s'en prenait constamment à moi et à mon frère, parce que nous étions les plus jeunes du quartier, et que nous ne pouvions donc pas nous défendre. Bucky n'était pas dressé, puisque nous ne connaissions rien au dressage, mais il était loyal et enjoué avec tous les enfants. Une chose est sûre, c'est qu'il était protecteur. Un après-midi, nous jouions dans le parc, et sale gosse arrive. Il nous a d'abord jeté des pierres, puis s'est rapproché, et a commencé à nous insulter. Et nous, qui étions petits, avons eu peur. Il était plus grand que nous. Nous avons essayé de partir, mais il nous a bloqué le passage et a commencé à frapper mon frère. J'ai essayé de l'arrêter, mais il a fait la même chose avec moi. Bucky nous a entendus pleurer et est arrivé en courant, a sauté et a attrapé le bras de sale gosse d'un seul coup. Il a mordu, secoué et relâché, restant entre nous et la brute en aboyant comme un fou jusqu'à ce que le gamin parte en courant. Nous l'avons vu entrer dans sa maison, et quelques secondes plus tard, le père est arrivé avec une masse. Bucky se tenait devant nous, les poils dressés et aboyant, mais l'homme ne s'est pas arrêté. Il s'est approché, a levé la masse et l'a abattu directement sur la tête de Bucky. Il ne l'a pas frappé une fois, il l'a frappé 5 fois. Je n'oublierai jamais le premier coup. Avant que je lise la suite, les âmes sensibles, passez au timecode suivant. Bon, ceux qui sont encore là, vous êtes des psychopathes. Le son de l'acier se connectant au crâne, le gémissement douloureux de notre chien. Bucky a été assommé dès le premier coup. Au 5e et dernier, sa tête était enfoncée. Mon frère et moi étions figés sur place, morts de peur, et nous pleurions beaucoup. L'enflure de père a dit quelque chose dont je ne me souviens plus, et il est parti. Nous avons été incapables de bouger pendant un moment, tant notre peur était grande. Finalement, j'ai attrapé mon frère et je suis rentré à la maison. Papa était en train de réparer un ventilateur, et quand il nous a vus, il nous a demandé ce qui s'était passé. Nous lui avons raconté, et il nous a dit « D'accord, bon, on va se laver la figure et on va manger une glace. » Oui, c'est ce que notre père a fait. Il nous a emmenés manger une glace. Il a bien réussi à masquer ses émotions et s'est montré joyeux avec nous. Ce soir-là, alors que mon frère dormait et que je jouais dans la cuisine, il a pris la clé à molette, nous a dit, à maman et à moi, qu'il devait réparer quelque chose dans le voisinage. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un autre voisin, car les voisins demandaient souvent à mon père de réparer des choses. A fait un signe de tête à maman, qui lui a répondu par un signe de tête. Oui, elle savait. Et est parti. Il est revenu quelques minutes plus tard, m'a dit d'aller me coucher, et c'est tout. 10 ans plus tard, nous avons appris ce qui s'est passé. Il est allé chez le gars, a frappé à la porte, et lui a donné un coup de poing si fort que sa tête a basculé en arrière. Il lui a dit qu'il lui casserait un membre pour chacun de ses enfants qu'il a fait pleurer. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il aurait fait si nous avions été plus de 2 enfants. Il a continué à frapper le gars devant sa famille, puis a pris la clé à molette et lui a cassé les jambes. Il a ensuite quitté la maison, et rentré chez lui, m'a demandé d'aller me coucher, a parlé à maman et est allé directement à la police. S'est rendu, et ils ont attendu que des policiers aillent voir l'autre gars avant de faire quoi que ce soit. Mon père leur a aussi montré notre chien mort, et la police a trouvé la masse dans la maison de la brute, avec du sang encore frais dessus, et ils ont laissé mon père partir. Ils ont aussi parlé au gars quand il s'est rétabli, et lui ont suggéré de quitter la ville, car s'il n'était pas aimé avant, il ne le serait jamais maintenant. Pour cela, vous devez comprendre l'état d'esprit de certaines petites villes de campagne. À l'époque, nous regardions les étrangers avec méfiance, et il fallait un certain temps pour que les gens s'habituent à toi si tu étais nouveau en ville. Cependant, ces personnes sont arrivées, et n'ont pas été très appréciées. Apparemment à cause de l'enfant, et du père qui était aussi un knard. Je n'approuve pas les actions de mon père, et je ne justifie en aucune façon les événements qui se sont produits à l'époque. Mais en tant que père moi-même, je peux tout à fait comprendre jusqu'à quel point un homme peut réagir lorsque ses enfants sont en jeu. J'aimais mon père et j'ai un respect fou pour lui. Repose en paix, papa. Tu nous manques beaucoup. Tu n'approuves peut-être pas les actions de ton père, Opi, mais il a drôlement bien fait. T'éduques pas ton gosse, il embête les autres enfants ont un chien, le chien attaque, tu décides d'aller attaquer le chien, la famille se venge. Tant pis pour toi, tant pis pour tes jambes, t'as de la chance d'être en vie déjà. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne ou qui l'ont déjà pas mal exploré, vous savez, à chaque fois je me demande comment ça se passait genre à la préhistoire, comment tu faisais quand t'avais quelqu'un de profondément désagréable au sein de la tribu. Vous savez, quand il y avait genre peut-être 80 individus dans une tribu. Et ben maintenant vous savez, si vous vous comportiez mal, la tribu vous tombait dessus. Voilà. L'histoire suivante est postée par Big Jer 2007. Pour le contexte, il s'agissait de son cousin par alliance. Commençons cette histoire en disant que cela s'est passé il y a 12 ans. Je suis maintenant marié et heureux.
J'ai 3 enfants et je ne regrette absolument rien. J'ai été avec mon ex pendant 3 ans. J'avais remarqué qu'elle voulait tout contrôler, et pas qu'un peu. Je devais lui donner tous les détails de ma journée et lui communiquer mon emploi du temps à l'avance. Et si je m'en écartais, elle était très contrariée. Elle mettait cela sur le compte de ses mauvais pressentiments et l'assimilait à sa paranoïa à l'égard de ses relations passées où elle avait été trompée. Je ne l'ai jamais trompée et je ne lui ai jamais donné de raison d'agir ainsi. Il me semblait indigne pour un fiancé d'agir de la sorte. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Après qu'elle m'ait demandé mon emploi du temps pour faire des plans, car le mien a tendance à être plus chaotique que le sien, j'ai remarqué qu'elle envoyait un texto à quelqu'un. Dans mon métier, si je travaille plus de 40 heures, j'ai la possibilité de prendre des congés à ma guise, à condition que le travail soit terminé à une date ultérieure. J'étais très ami avec un frère et je le suis toujours. Nous en rions encore aujourd'hui et il le lui rappelle activement. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je voulais faire quelque chose de spécial pour elle un peu avant notre anniversaire pour m'assurer que ça serait une surprise. Ils travaillaient tous les deux dans le même atelier de fabrication. Il était fabricant et elle était responsable de l'expédition. Il a eu la gentillesse de me communiquer son emploi du temps. C'est là que le problème se pose. À mon insu, elle renonçait aux heures supplémentaires. Elle travaillait des quarts de 12 heures du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi où elle ne travaillait qu'une demi-journée. Elle prenait ses mercredis matins à peu près au moment où elle a commencé à vouloir tout contrôler. Heureusement pour moi, j'avais accumulé plusieurs jours de congé, si bien que prendre un mercredi de congé n'était pas un problème pour moi. Quelques jours passent et le mercredi arrive. Je mets ma tenue de travail et je pars travailler. J'attendais qu'elle parte. Notre complexe d'appartements avait 2 sorties qui donnaient sur la même route que je pouvais voir depuis un centre commercial juste en face. Alors j'ai garé ma voiture et j'ai attendu. Au bout d'1 heure environ, je remarque une Mustang rouge très particulière avec un autocollant spécifique sur la vitre arrière. C'était son cousin par alliance. J'avais également fait mes devoirs, j'avais acheté un vieil ordinateur portable que nous gardions sur notre bureau dans une zone de travail avec une vue complète sur le salon, la porte de la chambre et la salle de bain, plus la cuisine. Je l'avais configuré pour qu'il soit accessible à distance et qu'il m'alerte lorsque la webcam remarquerait un mouvement. En lui accordant le bénéfice du doute, j'ai pensé qu'il pouvait déposer quelque chose ou venir l'aider à faire quelque chose, comme le fait parfois sa famille. Bien sûr, un message est arrivé, alors j'ai accédé à distance à mon ordinateur portable. Cousin franchit la porte sans hésiter. Elle déboutonne sa chemise et commence à l'embrasser. J'ai créé un lien URL pour la diffusion en direct, et pendant qu'elle était occupée, j'ai envoyé le lien sur les groupes de discussion, familiales et amis. Ils en faisaient tous les 2 partie, mais ils étaient actuellement indisposés et n'ont pas regardé leur téléphone. Ils n'ont même pas attendu. Ils auraient pu aller dans la chambre. Mais non, ils ont décidé de s'éclater sur le canapé. En quelques minutes, j'ai reçu des appels sans arrêt, d'amis et de membres de la famille. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Son téléphone se faisait bombarder de messages, mais elle l'ignorait. Ce n'est qu'au 4e ou 5e appel qu'ils ont décidé de faire une pause. Pour situer le contexte, l'état dans lequel je vis autorise le filmage et enregistrement des biens personnels, quel que soit leur état d'occupation. J'étais le seul sur le bail. Elle n'avait pas le droit d'être sur le bail à cause de son mauvais score de crédit. L'appel qu'elle avait pris provenait de la mère du cousin qu'elle était en train de se taper. Elle a mis le haut-parleur sur le téléphone et je vous jure, les premiers mots qui sont sortis de la bouche de la mère ont été « Arrête de te taper mon fils !» Ils se sont tous les 2 figés et elle a commencé à bégayer en disant « De quoi tu parles ?» etc. La mère a ensuite révélé que j'avais envoyé à sa famille une vidéo en direct d'eux. Elle a pris tous les coussins du canapé et s'est couverte. Le cousin est parti en titubant en essayant d'enfiler son pantalon et ses chaussures avant de trébucher et de se cogner la tête contre ma table basse. Il l'a bosselé. À ce moment-là, je me suis rendu devant le complexe d'appartements. J'étais là pour accueillir la raclure lorsqu'il est sorti par l'entrée principale. Il s'est figé et s'est mis à pleurer en s'excusant abondamment. Je ne vais pas mentir, ce qui s'est passé ensuite n'a pas été mon meilleur moment, et j'ai failli avoir des ennuis judiciaires s'il n'y avait pas eu le fait qu'il était un intrus sur une propriété privée. Disons que j'ai eu un plat pendant 6 semaines, et qu'il n'a figuré sur aucune photo de famille pendant des mois. Je suis monté à l'appartement, où elle était maintenant entièrement vêtue et pleurait de façon inconsolable. Je lui ai demandé si c'était de la mort ou du cerme sur son visage. Je lui ai dit de ne pas répondre, parce que ça n'avait pas d'importance de toute façon. Je lui ai donné 1 heure pour récupérer toutes ses affaires, car encore une fois, tout ce qui se trouvait dans l'appartement était à moi, à l'exception des vêtements, d'un peu de maquillage et de quelques ustensiles de cuisine. Sa mère n'a pas voulu la laisser emménager, car elle était trop gênée. Même chose pour ses frères, et la mère du cousin a mis son fils à la porte.
La rumeur s'est très vite répandue dans notre ville et, faute de mieux, elle était intouchable. C'est pour ça qu'il faut penser à couvrir ou à débrancher sa webcam, non pas pour pouvoir tromper son ou sa partenaire, mais pour éviter de se faire filmer chez soi. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Je travaille pour une grande entreprise informatique internationale. Mon équipe fait partie d'une équipe élargie et d'une équipe de division encore plus grande. Le directeur de cette division s'appelle Raj. Il est basé aux États-Unis et est ce que beaucoup appelleraient l'incarnation de la définition d'un gars qui fait de la lèche. D'après lui, il est constamment en visioconférence avec le PDG et a beaucoup d'interactions en face à face avec lui. Il apparaît également sur une grande partie des mails promotionnels et du matériel photographique de notre division. C'est donc une personne reconnue à l'échelle de l'entreprise. Quant à moi, je suis un technicien écossais qui travaille dans la fosse. Mon supérieur direct est toujours satisfait de mes performances, et je suis assez connu dans notre équipe élargie, mais pas tellement dans l'équipe de division. Jusqu'à cet événement, même si je connaissais Raj et sa réputation, je n'avais jamais travaillé directement avec lui. J'ai été invité à un événement de collaboration à l'échelle de l'entreprise en Amérique, que nous utilisons habituellement pour la formation technique et la discussion sur l'innovation. Nous nous sommes rendus sur place et il y a eu quelques événements sociaux initiaux et des rencontres. Raj faisait partie du groupe et son comportement général semblait adapté à la réputation qui le suivait. Nous avons entamé la première journée, les yeux brillants et la tête plein d'entrain. J'ai été affecté à un groupe de 10 personnes pour travailler sur un problème de codage. Tout se passait bien, jusqu'à ce que nous fassions des présentations de groupe. Pour notre groupe, une jeune femme nommée Nathalie présentait nos résultats. Tout semblait bien se passer, mais une fois la session terminée, Raj a demandé à voir Nathalie dans le hall. Depuis l'intérieur de la salle, nous pouvions entendre Raj littéralement hurler sur elle. De très nombreuses insultes ont été proférées, et nous pouvions également entendre des frappes sur le mur. Nathalie est revenue dans la pièce en sanglotant, au grand choc de tout le monde. Raj est revenu, comme si rien ne s'était passé. Ce schéma s'est répété tout au long de la semaine. Raj désignait des personnes pour ses critiques de performance en tête-à-tête. Il expliquait en détail en quoi le travail n'était pas à la hauteur et comment l'équipe devait s'améliorer, tout en prenant des photos de groupe pour les communiquer de l'entreprise à l'intention des supérieurs, en orchestrant les photos pour que nous ayons tous l'air d'une grande famille heureuse. J'en ai parlé à certains membres de mon équipe qui étaient restés au pays pendant mon temps libre, et il s'avère que ce comportement a toujours fait l'objet de rumeurs, mais personne ne connaissait quelqu'un qui en avait déjà fait l'expérience. Je ne sais pas quelle est la culture professionnelle pour ce poste dans un pays comme les États-Unis, mais ici, nous avons des règlements sur la dignité au travail. Critiquer les performances, c'est bien, mais pas quand vous vous livrez à l'humiliation rituelle de vos employés. Je savais exactement ce que j'allais faire. Les jours suivants, j'ai fait en sorte de faire plus de présentations que n'importe qui d'autre, et de faire vraiment un effort pour attirer l'attention. Comme je l'espérais, il m'a demandé de discuter avec lui, et m'a entraîné dans le hall. Il n'a pas attendu que la porte se referme pour commencer à fulminer. Il a prétendu que je n'avais aucune idée de ce dont je parlais, alors que cela faisait probablement 20 ans qu'il n'avait pas fait de travail technique lui-même. Il était ignoble, il criait et me crachait au visage. J'ai aussi appris ce qu'étaient les bruits de claquements. Il frappait les portes et claquait ses mains sur le mur près de moi, comme pour essayer de m'intimider. Mais j'étais préparé mentalement et j'ai souri et hoché la tête pendant toute la durée de la crise. Il avait l'air furieux que je réagisse de cette façon, et à la fin, j'ai cru qu'il allait se péter un vaisseau sanguin. Quand il a eu fini, je lui ai demandé s'il avait terminé. Il m'a dit de dégager et c'est à ce moment-là que je l'ai fait. Je lui ai donné un baiser de Glasgow. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un coup de boule. Et ce n'est pas le premier coup de boule que je donne dans ma vie, ayant été élevé près de Glasgow. Il s'est effondré sur le sol, en état de choc, se tenant le nez, qui n'a malheureusement pas saigné, et me regardant. Je me suis penché, et avec mon accent le plus glasgowien, je lui ai chuchoté. « Si tu me manques encore une fois de respect, à moi ou à mes collègues, je te botterai le derrière la prochaine fois, espèce de raclure. » Je suis retourné dans la pièce, mais pas lui. Inévitablement, j'ai reçu l'appel des ressources humaines. Raj était également dans la pièce, et j'ai pu voir qu'il avait 2 yeux au beurre noir suite au coup de boule. On m'a demandé de m'expliquer, et j'ai dit la vérité, en grande partie. J'ai expliqué son comportement abusif, mais je me suis concentré sur les coups de poing et le fait que cela m'avait intimidé. Ce n'était pas vraiment le cas, mais j'ai beaucoup insisté sur cet aspect de la rencontre. J'ai décrit le coup de boule comme une réaction lorsqu'il a frappé le mur juste à côté de ma tête avec ses mains. Je n'étais pas sûr de l'histoire qu'il leur avait racontée, mais on m'a demandé de partir après cela. J'ai fini par avoir une sanction disciplinaire dans mon dossier, mais aucune autre conséquence. D'autres membres de l'équipe ont été interrogés au cours des jours suivants, et une fois que le modèle d'abus a été établi, Raj a été licencié de l'entreprise.
Le plus satisfaisant, c'est que le lendemain, lorsque tous les participants au stage sont sortis dîner, Nathalie a insisté pour qu'ils se tiennent à côté d'elle pour la photo de groupe de la division, les yeux au beurre noir et tout le reste. Je dois penser que cette photo a contribué à sa chute, d'une manière ou d'une autre. C'est étonnant qu'il se soit pas pris une tarte plus tôt, ce gars. Je veux dire, il est tellement menaçant avec ses employés que c'est étonnant que t'en aies pas un qui ait répondu en le tapant juste par réflexe. L'histoire suivante est postée par Campfires in Conifer. En 1973, mes parents avaient assez d'argent pour construire un petit ranch à la campagne. La petite banque de la ville a approuvé l'hypothèque et la banque a signé un contrat pour donner à Bob l'argent nécessaire à la construction de la maison. Il s'est avéré que Bob se surbooquait dans toute la ville, laissant à ses sous-fifres le soin de faire le travail proprement dit. La construction a pris de plus en plus de temps et de plus en plus de travaux ont dû être arrachés et refaits. Nous ne parlons pas ici d'utiliser la mauvaise couleur de peinture ou de clouer des boiseries bancales. L'architecte a oublié d'effacer complètement une ligne sur les plans et les charpentiers ont construit un mur à travers la baignoire. On a dit à ma mère « Ne mettez rien de lourd dans les armoires de cuisine » parce qu'elles étaient fixées à la cloison sèche et non montant à l'aide de quelques clous à toiture qui traversaient l'arrière de chaque armoire. La porte du garage s'ouvrait vers le salon au lieu de s'ouvrir vers l'allée, et ainsi de suite. Lorsque le représentant de la banque s'est présenté pour l'inspection finale, mes parents l'ont rencontré dans le jardin avant et ont refusé de signer le travail de Bob. Le représentant s'est alors mis en colère, car la banque avait payé beaucoup d'argent à Bob. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et a tiré sur la poignée de porte, après quoi la porte entière, y compris le cadre, lui est tombée dessus. Elle avait simplement été calée et non clouée. La banque a appelé Bob, qui s'est finalement présenté pour superviser lui-même le travail. Le seul problème, c'est que Bob n'était pas plus doué pour la construction d'une maison que ses sous-fifres. Mes parents refusaient toujours de signer pour la maison. Ma mère était une mère au foyer, dans une location sale avec 2 enfants en bas âge, tandis que mon père avait 2 emplois pendant ce temps. Tout au long du processus, la banque et Bob les ont très mal traités, en persécutant ma mère et en mentant à mon père. Ce qui aurait dû être une période excitante pour mes parents a été gâché. Ma mère a beaucoup pleuré. Mon père est devenu dépressif. Finalement, la banque a menacé mes parents de saisie, et Bob a menacé de poursuivre mes parents pour rupture de contrat, parce que la banque refusait de lui verser plus d'argent. Mes parents, épuisés, sont donc allés voir un avocat et lui ont donné les détails de la situation. Plomberie, électricité, carrelage, tout le bazar. Mes parents étaient effrayés. Tout ce qu'ils avaient, c'était leur acompte, et si cela devenait une longue bataille judiciaire, la banque et Bob gagneraient. L'avocat, Tom, était gentil. Mais mon père m'a dit qu'il pouvait deviner que maman et lui étaient condamnés à l'expression du visage de Tom pendant qu'il triait la paperasse. Puis, brusquement, Tom a souri. « Réunissons tout le monde pour une réunion », a-t-il dit à mes parents. « Demain. » Mes parents, Tom, le représentant de la banque, l'avocat de la banque, Bob et l'avocat de Bob se sont donc retrouvés à la banque. Tom n'a laissé à personne d'autre le temps de commencer. Il a dit « Mes clients ont décidé qu'ils ne voulaient plus de cette maison. S'il vous plaît, enlevez-la. » Tout le monde s'est mis à rire. « L'enlever ? Vous avez perdu la tête !» Tom, d'un geste ample et théâtral, a posé un acte sur la table. « Mes clients possèdent le terrain sur lequel la maison est située. Ils ne veulent plus de la maison. Retirez la maison du terrain de mes clients. » L'avocat de Bob a regardé l'acte, puis s'est retourné et a fixé Bob. « Vous avez construit une maison sur un terrain qui ne vous appartient pas ?» Bob acquiesce. L'avocat de la banque a commencé à hurler sur le représentant de la banque. « Vous n'avez pas financé le terrain sur lequel se trouve la maison ?» Le représentant balbutie. Non. Tom a dit fermement. « Comme je l'ai dit, messieurs, vous êtes en train d'empiéter sur le terrain de mes clients. J'attends que la maison soit enlevée et que le terrain soit remis dans son état d'origine. Immédiatement. » Mon père a dit qu'il se souviendrait toute sa vie des regards noirs que les gens de l'autre côté de la table se sont lancés. Bien sûr, la banque pouvait saisir une maison qui n'existerait plus à la fin de la semaine, sans aucun moyen de récupérer l'argent. Il ne possédait même pas le terrain sur lequel elle se trouvait. Bob a perdu les 50% qu'il avait payés de sa poche et il a dû payer pour démolir la maison et l'enlever. En plus, la banque voulait sans doute qu'il rembourse les 50% initiaux qu'elle lui avait donnés. Aurait-il pu s'en prendre à mes parents ? Bien sûr. Une saisie aurait signifié un mauvais crédit pour mes parents à l'avenir. Ils auraient pu perdre leur acompte. Mais si la banque avait accepté la maison dans l'état où elle se trouvait à ce moment-là, elle aurait dû débourser des milliers et des milliers de dollars pour tout remplacer et réparer, du toit au sous-sol, avant que la maison puisse être habitée en toute sécurité. La banque savait que mes parents n'avaient pas cet argent. C'est elle qui a approuvé l'hypothèque.
Soudain, mes parents étaient des gens bien, tout cela n'était qu'un malentendu, et la banque et Bob ne pouvaient pas en faire assez pour eux. La maison a été immédiatement mise en conformité avec les plans et les spécifications d'origine, sans coût supplémentaire pour mes parents, mais avec un coût considérable pour Bob. Mes parents ont signé l'hypothèque. Bob a reçu le reste de son argent et a presque atteint le seuil de rentabilité de la construction. Le représentant de la banque a été licencié. Et Tom, l'avocat hors pair, a eu droit à un récit de triomphe cinglant qu'il pourra rappeler à ses collègues avocats pour le reste de sa vie. Et Opie a même posté un petit edit pour montrer à quel point les gens qui travaillent pour Bob sont des gens motivés et compétents. Oui, ils ont construit un mur à travers la baignoire. Non, je n'invente rien. J'ai même laissé de côté le fait qu'un plombier avait laissé sa boîte à repas sur une armoire de cuisine partiellement construite. Mais l'ébéniste a estimé que ce n'était pas son travail de déplacer la boîte. Alors il l'a laissé là et a construit le reste de l'armoire autour de la boîte. Je ne sais pas où Bob a trouvé ces gens, mais ce sont des perles, chacun d'entre eux. Le représentant de la banque qui arrive. « Comment ça, vous ne voulez pas payer pour la maison? Elle est terminée, regardez !» Bah allez ouvrir la porte. Clink. Aïe, la porte m'est tombée sur le coin de la figure. Maison, elle tient pas debout. Je pense que le pire dans cette histoire, c'est que Bob arrive à être surbooké avec le travail de qualité plus que médiocre qu'il fait. L'histoire suivante est postée par Catherine de Tiger. J'étais une femme de 26 ans à l'époque et je venais de commencer à sortir avec Thomas, 28 ans, et les choses semblaient prometteuses. Homme très gentil, éduqué et assez intelligent, beau gosse. Après 7 semaines de relation, il m'a invité avec 2 de ses amis d'enfance, appelons-les Alex et Bart, pour un long week-end de célébration du 29e anniversaire dans la maison de campagne de son père, dans une petite ville française. Son père allait également être dans les parages, et j'étais très excité à l'idée de rencontrer tout le monde. Le premier jour, vendredi, est amusant. Je suis heureuse de bien m'entendre avec le père de Thomas, un homme intelligent et attentionné. Jour 2, samedi. Après une très belle journée, nous profitons d'une fête dans le jardin avec les voisins, dont quelques amis de Thomas. Après quelques heures et beaucoup de boissons, un groupe de personnes se réunit autour d'un petit feu de camp et commence à partager des souvenirs d'enfance. C'est là que les choses tournent mal. Au début, bien sûr, il s'agit d'histoires innocentes et stupides, comme on peut s'y attendre. Mais ensuite, Thomas et ses amis ont commencé à partager des choses vraiment malsaines. Ils ont commencé à raconter comment, lorsqu'ils avaient 14 ou 15 ans, ils ont trouvé très amusant de persécuter pendant près de 6 mois Arthur, un garçon de leur école qui était très isolé et timide, en faisant des blagues, en l'insultant et j'en passe. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont créé un faux profil de fille sur MSN Messenger, une plateforme informatique pour échanger des messages en direct que l'on utilisait dans les années 2000. Et ont passé des foutus mois à échanger des messages avec lui, sous la fausse identité de fille, à flirter et à développer une fausse relation avec le pauvre garçon. Certaines personnes étaient dans la confidence à l'école, et c'est devenu une grande et cruelle plaisanterie dans le dos d'Arthur. Ils ont utilisé des photos de la vraie cousine de Bart, et le garçon a vraiment cru qu'il avait une sorte de petite amie en ligne à laquelle il a même envoyé des confessions et des messages d'amour. À un moment donné, ils se sont ennuyés et ont programmé un faux rendez-vous dans la vie réelle en demandant au garçon de prendre un bus pendant 2 ou 3 heures en portant un t-shirt Elmer l'éléphant, rapport à une blague entre eux. Évidemment, personne ne l'attendait, et il ne savait pas combien de temps il avait attendu là-bas tout seul. Si Arthur n'avait pas encore compris ce qui se passait, il l'a découvert le lendemain à l'école après que Thomas et Bart ont raconté l'histoire à tout le monde et ont même partagé les messages d'amour qu'Arthur avait écrits. Le pauvre garçon a cessé de venir en classe et a apparemment changé d'école, et il est facile d'imaginer que cela a dû être extrêmement traumatisant pour lui. Pensez-vous que Thomas, Alex et Bart ont eu un peu honte de cette histoire ? Pas un seul remords, en particulier du côté de Thomas et de Bart. Ils n'arrêtaient pas de faire des blagues à ce sujet, et semblaient même regretter de ne pas avoir été assez bons à être méchants, afin de convaincre le garçon d'envoyer des photos nues ou des photos sexy, et je ne veux même pas imaginer ce qui se serait passé s'il l'avait fait. Dire que je me suis senti mal à l'aise serait un euphémisme. J'étais horrifié et j'ai commencé à mépriser Thomas plus que tout. Je n'étais pas la seule à être choqué. Le père de Thomas, qui a entendu la fin de l'histoire, avait le regard le plus déçu qui soit. Son stupide fils était tellement ivre qu'il ne l'a même pas remarqué. Je me suis échappé de la fête immédiatement après et je suis rentré à la maison. Je n'ai pas pu dormir de la nuit et je n'arrêtais pas de penser à la soirée et au fait que Thomas trouvait toujours cela drôle. Je l'ai entendu se coucher vers 4h du matin, mais j'ai fait semblant de dormir. Le 3e jour, dimanche, était celui de l'anniversaire proprement dit, et le plan initial était que j'emmènerais Thomas à un rendez-vous surprise fantasy en tête-à-tête pour déjeuner à proximité, puis que nous retrouverions le groupe pour une fête en fin d'après-midi.
Mais au lieu de cela, je me suis réveillé très tôt le dimanche matin, j'ai pris toutes mes affaires en silence et je suis allé seul à la gare où j'ai pris un train direct en direction de Paris. J'ai décidé d'envoyer un texto à Thomas pour lui souhaiter un bon anniversaire et lui dire de me retrouver à un certain endroit à 1 heure de la maison pour une surprise et qu'il fallait que je m'y rende un peu à l'avance pour que tout soit parfait. J'avais choisi l'endroit au hasard en utilisant Google Maps pour gagner du temps. Thomas a lu le texte vers 10 heures du matin quand il s'est réveillé. Il a répondu avec excitation qu'il suivrait religieusement les instructions. Lorsqu'il est arrivé sur place à 12h30, je lui ai dit d'attendre plus loin car il y avait un petit retard sur quelque chose. Ensuite, je lui ai demandé de me rejoindre dans un restaurant qui se trouvait à 30 minutes de route de l'endroit initial. Lorsqu'il est arrivé, à 13h15, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'étais en route et que j'arriverais dans 20 minutes et qu'il comprendrait en me voyant pourquoi je l'ai fait attendre. Je lui ai également demandé de commander de la nourriture et la bouteille la plus chère du menu. Vers 13h30, il a commencé à m'appeler plusieurs fois et à m'envoyer beaucoup de textos inquiets. Et au bout de 45 minutes, je lui ai répondu « Alors, ça fait quoi d'avoir des gens qui jouent avec tes sentiments ?» Puis j'ai arrêté de répondre. Je l'ai laissé appeler et envoyer des textos tout l'après-midi, mais je n'ai jamais répondu. À un moment donné, un numéro inconnu m'a appelé. C'était son ami Alex qui demandait ce qui se passait et que l'anniversaire de Thomas était complètement gâché à cause de ce que j'avais fait. J'ai tout simplement répondu « C'est une très petite vengeance pour ce que vous avez fait à Arthur. Dis à Thomas d'arrêter de m'appeler. » Et j'ai raccroché. Je les ai bloqués. Je me suis quand même senti mal toute la soirée car j'avais commencé à m'attacher à Thomas à ce moment-là. Les jours suivants, un ami commun m'a appelé pour me dire que ma réaction était complètement absurde et injuste, que ce n'était pas mon rôle de punir quelqu'un pour des actions qu'il avait faites à l'adolescence, qu'il y avait des façons plus adultes de dire les choses et que j'avais été complètement folle. Seules quelques personnes ont soutenu ce que j'ai fait, toutes les autres semblaient penser que j'étais une garce. Thomas a essayé d'arranger les choses et de me reconquérir pendant quelques mois. Je n'ai jamais répondu à aucun de ses messages. Je ne le regrette pas. J'espère simplement qu'Arthur, qui doit avoir 35 ou 36 ans aujourd'hui, se porte bien. Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises quand on est petit. Après, le harcèlement, c'est une autre catégorie. Mais en plus, là, t'es adulte, et tu trouves toujours ça marrant. Y a pas un moment où ça te frappe et tu regrettes. Non, c'est toujours drôle. Donc t'as pas évolué, t'es toujours un trou du cul. Juste en lisant l'histoire, le mec je le connais même pas et j'ai pas envie de le connaître, il me donne envie de vomir, il me dégoûte. L'histoire suivante est postée par SpiffyDude98. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, que j'essayais de me faire une place dans le monde et que je commençais à peine, j'étais sous la responsabilité d'une équipe de vente senior en tant que vendeur junior. En réalité, il s'agissait d'un rôle de soutien et je connaissais ma place. Observer, rester tranquille, apprendre et les aider. Je relevais d'une dame qui était le niveau intermédiaire et d'un homme d'expérience qui était le chef des ventes. J'étais novice, et même si je cherchais du mentorat et demandais périodiquement des conseils pour améliorer la façon dont je pouvais les aider, ils ont pris cela pour de l'incompétence. Il s'agissait de choses simples, comme apprendre dans quel format chacun d'entre eux préférait ses rapports quotidiens et les tâches qu'ils devaient accomplir. J'ai aussi eu un problème parce que le plus ancien m'a pratiquement volé mon premier bonus au bout de 3 mois. C'était une somme minime pour lui, mais beaucoup pour le jeune homme que j'étais. Je ne me suis pas officiellement plaint, mais je lui ai demandé comment il avait pu garder ma prime alors qu'il était évident qu'elle était liée à mes efforts sur les données. Il n'a pas apprécié et ne me l'a pas payé. Je faisais du bon travail, je suis pleinement conscient de mes compétences, mais avec l'explication « ça ne colle pas », ils m'ont licencié quelques semaines plus tard. J'ai passé quelques mois à me trouver un nouvel emploi qui s'est avéré être une petite entreprise extraordinaire où j'ai été apprécié, encadré correctement et où j'ai prospéré. La nouvelle entreprise a eu beaucoup de succès. Comment ils m'ont licencié ? Ils m'ont amené dans une pièce, tous les deux, et m'ont licencié. C'est elle qui a dit ça ne colle pas. Et lui a dit « alors nous devons te laisser partir ». Environ 2 ans plus tard, alors que j'étais devenu un élément essentiel, mais toujours junior, de la petite entreprise, mon ancienne société a fermé ses portes dans la région et a mis tout le monde au chômage. Un jour, en passant devant la salle de conférence, j'ai vu à travers la vitre que le cadre supérieur qui m'avait volé mon bonus passait un entretien d'embauche dans mon entreprise actuelle. Mes supérieurs actuels ne m'ont pas vu passer, mais mon ancien patron et moi nous sommes regardés dans les yeux. Bon, dans une petite équipe de vente d'une petite entreprise, il est important d'avoir une belle relation de travail et de confiance. C'est aussi beaucoup de vendeurs égoïstes qui sont là pour gagner de l'argent et qui n'aiment pas se faire arnaquer. Alors, plus tard dans l'après-midi, j'ai discrètement mentionné à l'unique patron « J'ai vu Bidule dans le bureau aujourd'hui quand je suis passé. J'avais l'habitude de travailler pour lui. Ce trou de fesses a volé mon bonus une fois. »
C'était tout ce que j'avais à dire, parce que la dernière chose dont mon patron actuel avait besoin, c'était d'une personne qui ferait ça dans notre équipe. Puis les temps sont devenus difficiles, et je sais que cet homme a passé 2 ans à chercher du travail. 6 ou 7 ans plus tard, j'occupais un poste plus important dans une nouvelle entreprise, et la dame dont je relevais à l'origine m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé à acheter des produits auprès d'elle. Je ne savais pas qu'elle avait commencé à travailler là-bas. L'entreprise dans laquelle elle travaillait vendait quelque chose de très basique et interchangeable avec les entreprises concurrentes. Elle était passée de la vente de choses importantes à la vente d'un produit sans intérêt après la fermeture de l'entreprise d'origine. Elle s'est montrée heureuse et gentille avec moi et s'est souvenue de l'excellent travail que je faisais lorsque nous travaillions ensemble. Je sais aussi qu'elle ne voulait pas me parler, mais son journal d'appel indiquait qu'elle devait m'appeler. Je lui ai dit merci et de m'envoyer un devis officiel et une proposition. Plusieurs heures de travail pour elle. Dans le secteur où nous étions, elle était payée non seulement sur les nouvelles ventes, mais aussi sur les ventes nettes, ce qui signifie qu'elle devait conserver ses clients et en amener de nouveaux. J'avais beaucoup d'engagement dans l'entreprise où elle travaillait maintenant. Pendant qu'elle passait son après-midi à rédiger une proposition, j'ai passé quelques heures à retirer tous mes engagements de cette entreprise et à les sous-traiter à un concurrent situé plus haut dans la rue. Elle m'a envoyé par mail une proposition complète et m'a dit qu'elle était ravie de travailler à nouveau avec moi et de soutenir mon entreprise. Elle ne savait pas encore que je venais de tout retirer et qu'elle ne recevrait jamais de prime cette année en raison de l'importance de la somme que j'avais retirée. Le lendemain, elle m'a envoyé un mail très contrarié et a envoyé une copie à son patron que je connais depuis des années et avec qui j'ai de bonnes relations de travail. En cliquant sur répondre à tous, je l'ai remercié et je lui ai dit que j'avais décidé de m'adresser à un concurrent parce que ça ne colle tout simplement pas, car je trouve que votre approche des relations commerciales n'est pas sincère. Son patron m'a envoyé un mail directement et m'a demandé ce qui s'était passé, et j'ai répondu que je pense tout simplement pas qu'elle soit une personne sincère. Mon contrat pour l'entreprise valait plus que son emploi, et elle n'a pas duré plus d'1 mois là-bas après cela. Ah ah ah, je suis au pouvoir dans l'entreprise et du coup je te vire parce que je t'aime pas. Oh zut, mon entreprise a fermé et je dois chercher du travail. Ah, la personne que j'ai virée maintenant c'est elle qui a le pouvoir. Eh ben je suis pas dans le caca. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.